On poursuit notre émission spéciale consacrée à l'Ukraine ce soir, toujours en compagnie du journaliste Paul Gogo et d'un autre journaliste belge. Celui-là, c'est Alain Lallemand. Bonjour. Bonsoir, qui a couvert l'invasion de la Crimée pour le journal Le Soir, qui situe d'ailleurs son dernier roman intitulé « Ce que le fleuve doit à la plaine ». C'est aux éditions Weyrich. La guerre, on en parle depuis 2 ans, mais ça fait 10 ans, en effet, concrètement, qu'elle a commencé. Et on va resituer ça un petit peu avec vous, Sophie, avant d'en parler avec nos deux invités. Oui, en 2014, il y a 8 ans, on voyait... en 2014, il y a 8 ans, il y a 10 ans, pardon, on voyait apparaître de petits hommes verts en Crimée. Et puis, rapidement, c'est au Donbass que ça va se passer. Et pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, on va remonter un peu le temps. En novembre 2013, nous sommes en Ukraine. Le président Viktor Yanukovych refuse de signer l'accord de libre-échange et de coopération avec l'Union européenne qu'il s'était engagé à faire. Un recul, à l'évidence, imposé par Moscou. En réponse à cette volte-face, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues de Kiev sur la place Maïdan, du nom de la place de l'indépendance à Kiev qui donnera son nom au mouvement. La population brave les interdictions de se rassembler. En tout, une centaine de personnes perdront la vie. La suite, c'est la destitution de Viktor Yanukovych qui prend la fuite pour se réfugier en Russie. Mais Vladimir Poutine va se venger de la chute de son protégé en envahissant la péninsule ukrainienne de Crimée. En mars 2014, il en décrète l'annexion validée par un référendum sous occupation militaire. Ce sera le premier d'une longue série en territoire ukrainien. Mais Vladimir Poutine n'en reste pas là. Il déclenche dès le mois d'avril 2024 le conflit du Donbass. C'est le nom de toute la région à l'est de l'Ukraine, composée de 2 provinces, Donetsk et Louhansk, des provinces frontalières à la Russie. Là-bas, les milices sont soutenues plus ou moins discrètement par les forces russes. De l'autre côté, Kiev lance son opération antiterroriste et déploie son armée. Les combats entre loyalistes et séparatistes donnent lieu à de violents affrontements entre les 2 camps. Le bilan des 10 années suivantes d'hostilité est estimé à plus de 14 000 morts. Merci Sophie pour ces éléments. Le Donbass, c'est évidemment une région où vous avez passé pas mal de temps, Paul Gogo. C'est une région complexe. C'est pas évident en fait de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Et puis on en a moins parlé aussi ces derniers temps. C'est vrai qu'au début de l'invasion, et puis il y a 10 ans, on a beaucoup parlé du Donbass. Moins maintenant. C'est quoi concrètement la situation dans ces territoires annexés, entre guillemets? Effectivement, d'autant plus qu'il y a 10 ans, on découvrait, enfin, en tout cas moi c'était mon cas, je découvrais le Donbass et les particularités de cette région minière, avec des mines d'un côté, des usines métallurgiques de l'autre, qui a beaucoup souffert. Bon, ça c'est une histoire assez classique en Russie, dans les pays d'ex-URSS, de la chute de l'URSS, mais ça dit quelque chose de la région parce que les personnes âgées ont été certainement les plus... motivées, les plus convaincues par l'arrivée de la Russie. En tout cas, elles ont le plus manifesté leur envie que la Russie annexe la région parce qu'elles voyaient en Vladimir Poutine un espèce de successeur de leader soviétique, ou en tout cas, elles se sentaient plus proches d'une Russie moderne qu'elles voient comme soviétique que de l'Ukraine et les valeurs européennes. Depuis 2014, ce sont des républiques séparatistes, République populaire de Donetsk, République populaire de Lugansk, autoproclamées, qui dirigent ces petites zones. Et d'ailleurs, ces zones ont été annexées par la Russie, mais les républiques en question existent encore. C'est comme, je compare souvent à la Tchétchénie, ce sont des républiques intégrées à la Russie maintenant, ce qui implique que les leaders de l'époque sont encore présents dans les postes à responsabilité dans ces régions-là. Jusqu'en 2022, c'était un endroit, une espèce de Far West, où tout était possible, la justice était inventée par des gens du coin, pour dire ça comme ça, et je dis ça en rigolant, mais en vrai c'était assez terrible parce que les Russes avaient participé à la construction de prisons dans lesquelles on pratiquait, et on pratique certainement toujours, de la torture, des assassinats. La justice russe, en gros, n'a pas cours de la même façon dans ces régions-là. Il y a vraiment des particularités, ce qui font que si vous êtes pro-Ukraine, si vous attendez un retour de l'Ukraine dans vos régions, c'est très dangereux de l'exprimer. Les services de renseignement russes sont très présents, ce qui est un rappel qu'on ne vit pas sous occupation, enfin que l'occupation, c'est pas la paix, parce qu'on parle beaucoup de négociations de paix, on souhaite que la guerre s'arrête, et on la souhaite tous que ça s'arrête, mais quand on vit sous occupation, on ne vit pas en paix. Et donc dans ces régions-là, un ménage, pour dire ça comme ça, froidement, a été réalisé ces dernières années.
Et il y a encore des gens... C'est vraiment des régions qui ont été russifiées, comme la Crimée, mais peut-être à une différente mesure. D'ailleurs, vous allez peut-être nous l'expliquer, Alain Lallemand. C'est vrai que c'est des régions où il y a eu beaucoup de désinformation aussi, où il y a eu des campagnes pour progressivement imposer cette présence russe. Et ce sont aussi des régions qui sont assez difficiles à comprendre parce qu'elles sont complexes, parce qu'il y a différentes identités, différentes communautés qui s'imbriquent. Et c'est d'ailleurs un peu la toile de fond de votre roman. Vous vouliez nous montrer la Crimée dans toute sa complexité, avec des histoires d'amour. C'est toujours bien pour expliquer cette complexité-là. Mais écoutez, vous savez, l'Ukraine, vous pouvez la résumer en étant d'un côté une population ukrainienne, de l'autre côté une population russe. Ce qui est la particularité de la Crimée, c'est que vous devez y ajouter une population tatare. Il y a une population tatare qui a déjà été décimée au XVIIIe siècle sous l'Empire russe parce qu'on leur a confisqué leurs terres et on les a mis dans un système d'asservissement. Et puis, aux premières années de la révolution bolchevique, à nouveau, il y a à peu près 150 000 Tatars qui ont été expulsés manu militari entre 1917 et 1933 de la Crimée. Et puis, rebelote avec Staline en 1944, et ça, on en a encore un souvenir, il y a à peu près 200 000 Tatars, cette fois-ci, qui vont être expulsés. Donc, en 2014, lorsqu'il y a déjà cette menace d'une invasion russe, la communauté tatare se dit, là, ça va à nouveau être pour nous. Et ils sont, à cette époque-là, à peu près 280, 290 000. Et effectivement, pendant la phase véritablement d'invasion qui va militairement durer 13 jours, ça se passe du 22 février, disons, au 6 mars. Eh bien, moi j'étais là et je vois ces Tatars qui se disent d'abord, mais qui est-ce ? Évidemment, ils ont des armes russes, ils parlent russe, ce sont des véhicules russes sans immatriculation, donc allez, ce sont des Russes, donc ça va chauffer pour nous. Et effectivement, dans les mois et les années qui ont suivi l'invasion, on va se rendre compte que les médias tatars ne vont plus être tolérés, l'enseignement en tatar va désormais être interdit, les mosquées vont être détruites, on va faire des procès simplement parce que il faut savoir que les Tatars ont un parlement régional. Ce parlement va être jugé terroriste. On va emprisonner, on va torturer. On va retrouver des représentants tatars pendus. D'autres corps vont simplement disparaître. Donc, aujourd'hui, on peut penser qu'il reste peut-être 150, 170 000 Tatars sur lesquels, évidemment, Ankara a un œil, parce qu'il n'y a rien à faire dans toutes les zones de guerre, que vous soyez en Irak avec les turcophones ou que vous soyez en Ukraine avec les Tatars, il n'y a rien à faire. Ankara cherche quand même à protéger ces populations, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de racisme. La société russe, la société ukrainienne est déjà une société extrêmement raciste. C'est le bico de l'Ukraine, de la Russie. Donc pour les Tatars, c'est très compliqué. Mais il y a aussi d'autres enjeux, des enjeux purement de crime organisé sur la Crimée qui sont aussi très intéressants. Ouais. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir comment les choses s'inscrivent dans le temps long, parce que quand on parle de cette guerre en Ukraine, c'est vrai qu'on cherche à la comprendre, et souvent, on s'intéresse aux propos de Vladimir Poutine au moment de l'invasion, quand il dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine. Évidemment, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large. Alors, vous venez de nous parler des Tatars et de cette échelle de temps. Ça permet de comprendre, en effet, la situation en Crimée, mais plus globalement, en fait, on ne comprend ce qui se passe là aujourd'hui que si on remonte à 2014, voire plus loin, voire à la chute du mur, parce que certains situent aussi les choses là. Et vous, c'est aussi ce que vous avez voulu faire, Paul Gogo, dans le livre que vous avez écrit sur votre expérience, vraiment situer les choses dans une perspective de longueur. Exactement, rappeler que cette guerre, elle dure depuis 10 ans et que si elle est apparue, moi, ça me tenait vraiment à cœur de rappeler l'importance de la présence russe à l'époque et comment la Russie avait un peu totalement participé à la déstabilisation de cette région et qu'on ne croit pas qu'il s'agissait, parce que ça a souvent été présenté comme ça, comme une guerre civile, juste d'Ukrainiens qui s'entretuent. On était vraiment au-delà de ça. Dès Maïdan, la Russie s'est impliquée dans tout ce processus
Tout simplement parce que d'ailleurs la motivation première de la Russie, c'était de prouver aux Ukrainiens et surtout peut-être aux Russes qu'une révolution, c'est non. On ne veut pas de révolution en Russie, on n'en veut pas autour de chez nous. Et donc ensuite de prouver que quand vous faites une révolution, derrière, il y a des conséquences. Et la guerre, en fait, dans le Donbass, ça a été vu comme une punition, enfin ça a été conçu par les Russes comme une punition envers les Ukrainiens, mais aussi qu'on montre aux Russes. Et moi, les Russes, et d'ailleurs je repense aux proches d'Alexei Navalny, ou en tout cas à ces militants que je rencontrais à l'époque, ils étaient quand même assez nombreux à dire nous on aimerait bien une révolution mais on va plutôt y aller doucement parce qu'on n'a pas envie que ça se passe comme en Ukraine, on veut pas que ce soit une révolution qui tourne à la guerre. Et je me suis rendu compte que même dans l'esprit des opposants, tout ça avait infusé et fonctionné. Et donc dans tout ça, après il y a eu l'énigme biélorusse où là les Biélorusses, eux, ont quand même tenté de faire la révolution, mais la Russie s'est impliquée de façon encore plus ouverte, ce qui a été encore une nouvelle leçon donnée aux Russes aussi et aux Ukrainiens de dire à chaque fois que vous tenterez ce genre de choses, nous on sera là et on va réagir avec force. Si on doit vous tirer dessus avec des balles réelles, on le fera. Mais en tout cas, tout ça n'est pas autorisé en Russie. On sait que c'est un conflit qui n'est pas simple à appréhender. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu écrire plutôt un roman, vous, Alain Lallemand, une manière d'appréhender cette complexité autrement, parce qu'on sait qu'elle nous concerne directement, mais en même temps, elle est si loin et si difficile à percevoir. Je pense qu'en tant que correspondant de guerre, il faut avoir un peu d'humilité. On aime beaucoup les faits, on aime beaucoup faire remonter ce qu'on voit, les sentiments qu'on éprouve, mais on a toujours, après un conflit, le « Ah ». Mais bon sang, c'est bien sûr, et je ne m'en étais pas rendu compte. Et donc sur la Crimée, moi, la grande inconnue, c'était les enjeux économiques et les enjeux criminels. J'ai un passé non seulement de correspondant de guerre, pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé sur le crime organisé. Donc je connaissais très bien, par exemple, le crime organisé d'Odessa, que nous voyons se développer à Bruxelles dans les années 90. Je connaissais très très bien le crime organisé moscovite, et je connaissais aussi l'imbrication des intérêts. Et rappelez-vous, toutes ces crises gazières et pétrolières parce que simplement l'Ukraine verrouille au niveau d'Odessa 60% du gaz russe à l'époque. Et ce n'est pas simplement un État qui verrouille, ce sont des groupes criminels, c'est ce qu'on a appelé la Neftemafia. Et cette Neftemafia, elle travaillait avec la mafia Solntsevo de Moscou. Et donc c'est intéressant de se dire aussi, et pour moi, en tant que romancier, j'ai trouvé ça intéressant de l'expliquer par le biais de la fiction à mes lecteurs. Ne pensez pas qu'il y a simplement Zelensky et Poutine. C'est plus riche que ça. Il y a la mafia d'Odessa, il y a l'establishment et la mafia moscovite. Et les deux ont des intérêts à la fois conjoints et concurrents. C'est très curieux, mais si vous voulez comprendre ça, par exemple, lorsque la Crimée est envahie par la Russie, qui part de Crimée ? Les mafieux russes. Parce que le ministère des Finances a désormais vision sur les investissements russes en Crimée. Et donc, ça, c'est une sorte de... Ça va éveiller votre réflexion sur ce qui se passe en Crimée, ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'Ukraine. Ce que le fleuve doit à la plaine, c'est signé Alain Lallemand et c'est publié chez Weyrich. Et je rappelle également le titre de votre livre, Paul Gougaud, Opération spéciale 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass. Merci d'être venus tous les deux sur notre plateau ce soir pour nous éclairer sur cette guerre et son histoire.